Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de ce colloque impressionnant par la représentation du pays du monde et de ces jolis drapeaux. J'aimerais bien avoir un drapeau russe à côté, mais bon, comme la Russie n'a pas signé la convention d'Aarhus, peut-être c'est pas grave. Non, non, je rigole parce que dans mon intervention, quand même, je vais repartir de l'affirmation que la législation russe se développe quand même sous une forte influence des standards internationaux et européens. Surtout largement inspiré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme aussi. Notre constitution datée de 1993 inclut le droit à l'information et on a deux articles qui sont consacrés immédiatement à l'information. Il s'agit du droit de rechercher, d'obtenir, de transmettre, de produire et diffuser librement les informations par tout moyen légal, et le droit à l'administration administrative. Donc c'est complètement correspond aux standards qui étaient déjà évoqués. Et il faut ajouter que le droit à l'information en Russie a la nature constitutionnelle. Donc c'est immédiatement dans le texte constitutionnel. On a aussi notre historicité, mais je ne rentre pas dans les détails. Je dirais juste la situation actuelle, que maintenant on a deux lois principales dans ce domaine. Donc c'est la loi fédérale de 2006 relative à l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information, où on peut trouver certains éléments sur l'accès à l'information publique. Et il y en a une autre loi fédérale datée de 2009 relative à l'accès à l'information concernant l'activité des administrations publiques. Donc ça c'est plus proche au sujet de ce colloque. Bien sûr que la loi il détermine l'information concernant cette activité publique très largement, donc c'est vraiment toutes les informations qui peuvent concerner l'administration sous toutes les formes, électroniques, écrites, etc. Il n'y a rien de particulier par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les autres pays. Pourtant, je peux noter une particularité dans notre législation, celle que la transparence administrative en Russie, pour l'instant, légalement un peu réduit jusqu'à l'information sur les activités des administrations publiques. Et on peut deviner que l'information publique, c'est quand même beaucoup plus large. Il s'agit des catégories de l'information écologique, juridique, sociale aussi, économique, etc. Donc ça c'est le bloc d'information qui permet d'apprécier vraiment l'efficacité de l'administration publique dans certains pays. Mais en même temps, grâce aux efforts des juristes praticiens, des scientifiques, de la société civile, on peut dire que il y a quand même l'émergence du principe de transparence en Russie aussi, de l'administration publique bien sûr. Et partiellement, c'est formé sous l'influence de la réforme administrative, donc c'est du pouvoir même qui a forcé la transparence. D'autre part, c'est la participation de la société civile qui a poussé les pouvoirs de créer les sites publics, d'ouvrir certains types d'informations, etc. Et enfin, c'est l'influence de nouvelles technologies qui est devenue vraiment très forte parce qu'ils ne laissent pas le choix au pouvoir finalement. Et la population russe est bien habituée maintenant à utiliser les nouvelles technologies dans les situations extraordinaires quand il s'agit des abus de la part de la police, par exemple des services de sécurité,
Ça se filme très vite, ça se met sur YouTube. Et dans le même jour, tout le pays connaît que voilà, dans certaines régions, il y avait un policier qui n'a pas cédé le passage aux sapeurs-pompiers avec un bébé qui est souffrant, etc. Et bien sûr, ça pose les questions, même devant le président, et c'est qui ce policier? Donc il faut le punir. Donc ça fonctionne vraiment très très vite et c'est la force des nouvelles technologies. C'est devenu un peu même une habitude. Mais à mon avis, la transparence, elle ne se limite pas uniquement à l'ouverture de l'information. Donc ça c'est du côté passif. Il faut ajouter le côté vraiment actif, ce qui permet de participer aux citoyens, aux sociétés civiles, et ce qui est très important en Russie, c'est le monde d'affaires qui est quand même assez puissant dans la gouvernance publique et dans le contrôle de l'activité publique. On utilise en Russie plutôt le terme de l'ouverture de l'administration. On ne dit pas souvent de la transparence, mais les documents, les actes normatifs, ils montrent que c'est presque la même chose. Il y a surtout les décisions de la Cour constitutionnelle sur ce sujet qui interprètent assez largement l'ouverture de l'information, donc y compris la participation de la société. Il y a aussi une conception de l'ouverture des organes fédéraux du pouvoir exécutif qui a été récemment adoptée par le gouvernement, c'était en 2014. Et ça, c'est vraiment le document qui est largement fondé sur les standards européens de l'ouverture de l'information. On a aussi les limitations à l'accès à l'information publique. Donc, il s'agit des limites juridiques et judiciaires aussi. On sait que l'accès à l'information, ne peut pas être sans limite. Hein. Il n'y a pas d'un droit absolu. Et dans ce cas, ce qui est important, c'est que c'est la loi fédérale. Hein, c'est même pas les lois des sujets des fédérations qui peuvent installer les limites pour l'accès à l'information publique en Russie. Ça, c'est assez commun aussi avec les autres pays. On ne peut pas fermer l'information juridique, les actes normatifs, on ne peut pas fermer l'information écologique, l'information sur l'activité des administrations publiques, etc. Bien sûr qu'à l'ère du numérique, la plupart de ces actions se passent sur Internet. Et les pouvoirs, ils utilisent très bien aussi les sites publics pour mettre son information. Mais au début, ils ont été vraiment bien contents de mettre juste les actes normatifs. Donc c'est vraiment comme une vitrine un peu assez vide. Mais grâce aux efforts des citoyens aussi et des juristes qui ont adressé aux tribunaux, maintenant les pouvoirs ils sont de plus en plus habitués comment est-ce que c'est le site public et quelle information il doit contenir. J'ai analysé un peu la jurisprudence qui va plutôt dans ce sens, mais j'ai trouvé aussi la jurisprudence plutôt marginale. Mais il faut le mentionner aussi. Il y a la décision, par exemple, d'un tribunal d'un sujet de fédération qui dit que il n'y a pas d'obligation directe de diffuser l'information sur Internet pour les pouvoirs publics. Ou une décision qui dit que la création d'un site public, c'est une discrétion du pouvoir. Chez nous, c'est un sujet assez susceptible parce que on dit que les pouvoirs discrétionnaires, c'est plutôt mal pour les citoyens, ça ne sert pas à leur bien. Mais en général, la jurisprudence, il revient vers
vers les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, et surtout c'est la Cour constitutionnelle qui utilise directement la Convention européenne sur l'accès aux documents publics. D'autre part, il y a aussi la possibilité de refuser à l'accès à l'information, si, ce qui est aussi compréhensible, si le contenu de la demande ne permet pas d'établir concrètement quelle information veut tel ou tel citoyen, que si la demande ne contient pas les coordonnées à qui il faut envoyer, ou si ça concerne une information à l'accès limité. Tout ça se correspond très bien aux standards européens. Mais d'ici, je veux peut-être prendre l'estafette de mes collègues italiens qui parlaient des risques. Et moi, je veux parler des limites du fait, soi-disant du fait, qui se posent dans la route de ce système d'accès à l'information. Bien sûr, ce système d'accès à l'information, il est assez logique, il est déjà bien formé. On a vu l'histoire que certains pays, ils ont presque 200 ans de l'affirmation de ce droit, etc. Mais avec le temps, il y a quand même les nouveaux facteurs qui apparaissent et il faut les prendre en considération. Premièrement, je voulais dire que certaines limitations à l'accès à l'information peuvent ne pas suivre directement de la loi. Donc, ils peuvent être provoqués par l'imperfection des lois ou même être réels, donc se trouver en réalité. Par exemple, pour la Russie, c'est le cas de nouvelle compréhension de la gouvernance publique qui est devenue horizontale, qui est devenue participative, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas publiques, qui par exemple participent dans les services publics. Et bien sûr, il accumule aussi certaines informations qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être utiles et importantes pour les citoyens. Mais dans la loi sur l'accès, il ne concerne pas les personnes privées. Donc ça, on a corrigé un peu avec la jurisprudence. Après, on a eu les corrections des législations fonctionnelles. Donc ça, c'est un problème qui peut être quand même résolu au niveau de la législation nationale, avec la participation des tribunaux. Et en plus, pour la Russie, pourquoi c'est important? Parce qu'on n'a pas de distinction entre les personnes publiques et les personnes privées. Et ça devient beaucoup plus difficile de partager les responsabilités dans ce cas. Deuxième facteur, peut-être c'est un peu étrange, mais c'est Internet même. D'une part, on est habitué que Internet, c'est quelque chose qui nous aide, c'est un utile pour la bonne administration, on dit. On peut compléter même que le droit d'accès à l'Internet peut devenir un droit fondamental de l'homme au niveau international, peut-être, les jours qui suivent. Mais d'autre part, Internet est capable de limiter l'accès à l'information. Et dans ce sens, on peut le qualifier comme un faux ami de la liberté. Et il s'agit non seulement de la fracture numérique. En effet, n'importe quel État est capable de limiter, dans une mesure soi-disant nécessaire, l'accès à telle ou telle information ou même à Internet. On a les exemples de certains pays où l'accès à l'Internet est bien limité aussi. Et c'est très difficile de mettre d'accord. La discussion dans le cadre de l'ONU le montre très bien qu'on n'a pas de solution pour la gouvernance d'Internet au niveau international. Et ça, ce problème, il ne peut pas être résolu juste au niveau national.
Donc il faut vraiment les efforts au niveau international avec une appellation au droit mou qui a les avantages, mais qui a quand même aussi la faiblesse. On peut ne pas respecter le droit mou. Et il y a encore le troisième facteur qui illustre que même le droit dur, on peut ne pas respecter. Et ça, c'est le facteur de la sécurité qui devient de plus en plus important ces derniers temps aussi, la sécurité du niveau national ou du niveau international. On a les exemples dans chaque pays, mais au nom de sécurité, on peut vraiment changer la législation. Et je trouve qu'il faut prendre en considération tous ces facteurs. Et est-ce qu'on peut trouver une solution par la voie traditionnelle, c'est-à-dire par les petites corrections de la législation et l'activité des tribunaux, ou on est vraiment en voie de reformuler le droit d'accès, peut-être. Et je laisse cette question ouverte, peut-être à la discussion. Merci bien.